Bonjour Joël Verdol. Bonjour Guy Samuel. Vous êtes l'auteur de L'arbre à plumes. L'arbre à plumes. De quoi est-ce qu'il parle, cet ouvrage? Le roman L'arbre à plumes parle de l'initiation d'une petite fille de 10 ans pendant le temps de vacances qu'elle passe avec ses 3 sœurs auprès de sa tante Zazou. D'accord. Sur une île, certainement. Alors voilà, cette histoire peut se passer sur n'importe quelle île. D'accord. On choisira une île de la Caraïbe. D'accord. Mais alors, de quoi est-ce qu'il est question dans cette histoire? L'évolution de cette petite fille de 10 ans à sa vocation de conteuse d'histoire se passe dans ce temps de vacances où, bien sûr, les événements de la journée s'enchaînant, elle et ses sœurs rencontrent toutes sortes de mésaventures. Le soir, en rentrant avec leur tante Zazou, elle retrace un peu. Voilà, il y a une forme de relativisation de ce qui s'est passé pendant la journée. Et par le biais des contes, la tante Zazou essaye de les initier un peu à leurs propres émotions, mais aussi à leurs propres pensées. D'accord. Mais alors, dans le contexte même de cette initiation au conte, quelle est la différence entre... Est-ce que vous avez pris le temps de faire la différence entre ce que elle a pu, cette petite fille de 10 ans, recevoir comme message et ceux des messages reçus par ses 3 autres sœurs? Alors, je pense que Jo, puisqu'il s'agit de notre narratrice, a peut-être une écoute particulière, une sensibilité particulière. Elle est très à l'écoute de tout ce qui se passe, de son environnement, mais aussi des contes. Elle pose beaucoup de questions. Voilà, c'est très interactif. Les contes qui arrivent un peu comme des virgules dans ce temps de vacances servent aussi à sa propre construction, non seulement en tant que future narratrice, mais aussi en tant que jeune fille curieuse de toutes les émotions qui peuvent arriver à des enfants de cet âge. D'accord. Alors, arrêtons-nous par exemple sur un des moments de la journée, parce qu'il est question donc le revenu le soir, de retracer un petit peu les parcours de la journée et de faire les points sur ces parcours-là. Quel est, par exemple, d'après vous, le moment de la journée où il se passe quelque chose qui va peut-être permettre de comprendre qu'effectivement, cette petite fille est en train de percevoir quelque chose de plus que ne pourrait ou bien que n'a pu obtenir ses sœurs? D'emblée, quand elle arrive, Jo pénètre l'arrière-cour, ce qu'on appelle chez nous une lacou. Une lacou. Une lacou. Pour dire... On dit lacou, tout simplement. C'est une cour, c'est une arrière-cour qui se situe entre la maison principale, quelques dépendances, des établis, un poulailler, un petit jardin créole, ça, c'est l'environnement, une cuisine. Donc, il y a un espace tampon qui se situe derrière la maison où les habitants peuvent se retrouver, discuter, faire la vaisselle, faire la lessive, échanger aussi sur ce qui s'est passé dans la journée. Donc, d'emblée, quand elle arrive pour la première fois de l'histoire dans l'arrière-cour de chez sa grand-mère, Jo porte un carton et elle reste sur place un moment à observer tout ce qui se passe et tout ce qui arrive à elle de la place du séant où elle est. Elle va détailler tout son univers, un peu comme si elle tournait sur elle-même pour s'imprégner fortement de chaque élément. Elle a déjà une personnalité non seulement très observatrice, mais aussi très... minutieuse sur le détail, sur le moindre citronnier rachitique, elle l'aura capté. Elle aura capté la soupente de la cuisine. Et puis, bien sûr, un petit peu comme ses sœurs, elle aura perçu la fameuse porte. Cette porte métallique qui se trouve sur sa droite et qui le soir devient le refuge de toute leur terreur. Et donc d'emblée, on va dire que
Jo va marquer son territoire. Et le fait de marquer son territoire ici va se traduire par l'observation de tout ce qu'il y a autour d'elle. Et ce sont autant de choses qu'elle va constater et observer qui lui permettront davantage de poser des questions, parce que c'est... Oui, c'est une jeune fille, une jeune fille de 10 ans, on va dire une enfant de 10 ans, qui est déjà très précoce dans les préoccupations des autres aussi. Elle n'est pas indifférente à ce qui se passe dans son petit monde d'enfant, mais aussi dans le monde des adultes. Et donc, cette interaction, ces questions seront multiples, avec bien sûr les réponses pleines de sagesse de sa tante. Alors Joël, malheureusement je n'ai pas l'ouvrage avec moi, mais il me souvient avoir vu dans le texte que en revenant du marché, elle a évoqué la question de la mort avec une subtilité qui a tout de suite attiré mon attention. Alors qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, et ça il faut le préciser parce que dans l'ouvrage Jo a 10 ans, qu'est-ce qui fait que tout de suite elle a ce rapport assez particulier avec la mort? Alors, Jo, elle est curieuse, c'est une petite fille qui s'intéresse à toutes les choses de la vie, y compris la mort. Pour elle, il n'y a pas de tabou sur la question de la mort. Quand elle revient du marché avec sa tante et ses sœurs, tout naturellement, elle demande à sa tante, pourrions-nous passer près de la petite maison, près de la morgue, donc la petite maison où se trouvent les cercueils. Et elle sera curieuse pour voir effectivement s'il y a un cercueil ou s'il n'y en a pas, dans cette petite case qui sert de morgue. Mais c'est surtout le fait d'avoir demandé et de faire allusion au cercueil. Parce que c'est une énigme aussi pour les enfants que de savoir ce qui se passe avant, après, et puis comment se passe la mort. Et c'est d'autant plus impressionnant quand il s'agit de la mort d'un enfant. Donc, Guy Samuel, là vous faites... vous rappelez un peu le premier texte, c'est-à-dire la petite fille du cercueil, et il s'agit de la mort d'un enfant. Donc, elle est particulièrement touchée, puisqu'elle est une enfant, elle est particulièrement touchée ou doublement touchée par cette préoccupation de la mort qui est une préoccupation de tout être vivant, et cette mort particulière puisqu'il s'agit de la mort d'une petite fille. La tante a beaucoup de sagesse, elle va les amener à réfléchir et à s'interroger aussi sur le dépassement de la mort, le dépassement de la frayeur de la mort. Donc, tout naturellement, étant curieuse, elle saisit toutes les opportunités pour poser ces questions, y compris les questions autour de la vie et de la mort. Bien sûr, Joël, mais ça, on l'a bien pu remarquer ça, mais est-ce qu'on peut, parce qu'elle ne s'est pas intéressée à des questions morbides, on pourra dire qu'il y a eu plein d'autres choses quand même au cours de cette journée qui ont marqué son initiation. Voilà. Alors, il y a bien sûr la mort, les cimetières, c'est très intéressant aussi. Elle est curieuse de tout, donc pourquoi les cimetières, comment les gens se comportent dans les cimetières, ce qui peut s'y passer, ce qui ne peut ne pas s'y passer. Et puis tout naturellement, ça coule vers un peu l'ambiance du soir. Donc, peut-on fréquenter un cimetière après 8 heures du soir, par exemple? Est-ce que les morts se réveillent ou les gisants se réveillent-ils? Courent-ils par les rues? Ce sont toutes sortes de questions que Jo se pose, et les contes sont là pour non seulement permettre à Jo de gérer ses émotions, mais aussi pour aborder, approcher ces questions existentielles de l'après-vie. Les contes sont fantastiques, donc ils vont donner une définition de la mort qui est relative, bien sûr. Il ne s'agit pas ni de morbidité, ni de décrépitude, mais bien de compréhension d'un état d'être. À aucun moment, il ne s'agit de dire qu'il y a une fin après la mort. Donc, les morts sont soit par la suite vivants, morts vivants, ou soit ils errent dans la nature, ou soit ils reviennent auprès des humains, mais il y a une continuité tout doucement qui s'établit et qui fait qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir. À vous regarder, Joël,
à vous regarder, il me vient tout de suite une question. Et je me dis, mais Joëlle Verdol, notre narratrice ici s'appelle Jo. Y a-t-il un lien? Alors, c'est un choix délibéré. D'accord. Je voulais écrire ce conte à la première personne et donc laisser à ma narratrice le jeu de première personne. D'accord. Donc, pour faciliter et pour mieux incarner le personnage, je lui ai donné le nom de Jo. Il ne s'agit pas d'un roman autobiographique, je vous rassure. J'ai des frères et j'ai moins de 4 sœurs, j'en ai que 3. Donc vraiment c'est un roman, c'est une fiction, c'est quelque chose de purement imaginaire, mais simplement pour plus de familiarité et pour permettre à mes lecteurs de, pour ainsi dire, d'assimiler mon personnage, de devenir familier avec mon personnage. Je l'ai carrément appelé Jo et j'ai entrepris de parler à la première personne. Voilà. Je voudrais également dire que vous avez obtenu avec cet ouvrage un prix. Lequel? Alors, non, ce n'est pas tout à fait exact. D'accord. J'ai été sélectionnée, voilà, sélectionnée pour le prix Carbet des lycéens. Donc, la sélection est quand même une sélection intéressante puisqu'elle porte sur 6 ouvrages écrits en français dans la Caraïbe. Donc c'est une belle sélection puisque j'en fais partie. Pour un premier roman, c'est quelque chose de fort appréciable. Ensuite viennent les prix. Bon, les prix, c'est une question de goût. Mais la sélection, il faut pouvoir passer le cap de la sélection. Alors pour vous, quel est le grand message de cet ouvrage? Alors, le message de l'arbre à plumes, c'est qu'il est important de nous approprier notre propre pensée. Nous avons une pensée qui est puissante, originale, qui permet une vision du monde qui nous est propre, qui nous vient certainement d'Afrique. Nous ne voyons pas le monde comme l'on pourrait penser, comme tout le monde. Nous avons notre propre manière de voir le monde et il serait dommage que nous la laissions s'étioler pour adopter une pensée qui n'est pas la nôtre. Et dans nous, il s'agit de qui? Alors nous, quand je parle de nous, je parle de la diaspora, bien sûr. Je parle de cette diaspora. Des afrodescendants? Des afrodescendants, on peut les appeler comme ça. On peut les appeler des enfants de l'Afrique. D'accord, d'accord. Alors j'ai presque envie de vous poser une autre question, chère Joëlle. J'espère que ce n'est pas trop indiscret. D'où puisez-vous cette énergie pour verser tout ce que nous avons pu constater dans cet ouvrage? Bon. À la fois l'énergie et surtout quelles sont vos sources d'inspiration? Alors c'est très intéressant, j'apprécie beaucoup la question. Je suis, avant d'être romancière, j'ai été, où je suis encore, essayiste. Et donc j'ai écrit d'autres ouvrages en collaboration avec mon mari, mais aussi en solo, pour ainsi dire, qui traitent d'énergie, de magnétisme humain. Et pour ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les énergies émotionnelles. Je prétends que les émotions, qu'elles soient dites positives ou qu'elles soient dites négatives, sont porteuses d'énergie et qu'il s'agit pour nous d'utiliser cette énergie-là pour créer. Donc, le verbe est créatif, les émotions sont créatrices et j'espère que mes lectures seront créatrices. C'est-à-dire que j'invite volontiers chacun à développer sa propre créativité. Quand je parle de roman philosophique, puisque j'apprécie particulièrement le roman philosophique, c'est une manière pour moi d'inviter chacun à aiguiser sa propre pensée, à utiliser son propre potentiel, ses propres énergies. D'où je tire mes énergies. Je crois que je tire mes énergies tout simplement de cette volonté de partager. De la volonté de partager. Tout à fait. Alors finalement, au-delà de l'énergie, est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos activités préférées?
Alors l'écriture, bien sûr, avant tout, l'écriture du roman. J'aime aussi beaucoup la poésie, j'aime la lecture, bien sûr. Et puis, j'aime encourager les gens à se bouger, hein, à faire ce qu'ils veulent de leur vie. Donc, pour ce faire, j'ai écrit une méthode de développement personnel qui s'appelle la méthode DPR, où chacun se révèle à lui-même, utilise son potentiel pour créer, pour objectiver sa vie. Donc c'est aussi un de mes dadas. Voilà. Alors, une autre de mes préoccupations, bien sûr, c'est tout ce qui consiste à définir ou à commenter ce qu'il y a en résilience à mener autour de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire nous avons subi l'esclavage et se mettre à pleurer, mais bien plutôt il faut connaître quel type d'esclavage qui nous a été infligé pour pouvoir bien connaître notre histoire, pour bien s'en sortir, pour bien développer justement toute notre créativité. Je ne prétends pas refaire l'histoire. Nous avons subi ce que nous avons subi, mais il faut en être conscient et il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas dire on ne doit plus en parler. Bien au contraire, il faut que ça rentre dans notre histoire. Nous n'avons pas à rougir de notre histoire. Nous ne sommes pas des bourreaux, mais des victimes, et nous devons nous relever, nous devons nous construire. C'est quelque chose de très douloureux, de très pénible à faire. C'est une véritable maïeutique que nous devons initier, et pour cela, bon, je m'y implique totalement. Alors, Joël, s'il y avait un dernier message à passer, que diriez-vous? Alors, je dirais à tout le monde de se pencher sur sa propre réflexion, sa propre pensée, sa propre vision du monde, sa propre tradition ancestrale, ce qui est permis de transmettre aux autres, mais pas de transmettre parce qu'on est simplement vecteur d'une idéologie ou d'une pensée qui n'est pas nôtre. Non, non, de ce que nous ressentons et que nous avons compris de nos traditions. Je pense que le conteur, tel le griot, transmet au fil des générations les valeurs essentielles de l'Afrique. Joël Verdol, je vous remercie. Merci Guy Samuel, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Yeah.